Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis d'accueillir au sein de notre édition Parole d'élus Monsieur le sénateur Rémi Cardon. Rémi Cardon, bonjour. Bonjour. Alors Rémi Cardon, vous avez la particularité d'avoir été le plus jeune sénateur de France. Si je comprends bien, vous êtes né à Amiens, vous avez intégré à l'âge de 15 ans le mouvement des jeunes socialistes. Tout à fait. À 25 ans, vous êtes devenu le premier secrétaire de la Fédération du Parti socialiste du département de la Somme. Vous êtes diplômé d'un master d'économie. Vous avez simultanément été coach de formation au marketing digital pour Google. Chef de projet chez Eolas, une entité, si je me trompe, filiale d'Orange. Donc vous êtes un sénateur très très au courant finalement du monde numérique et c'est aussi pour ça que l'on a souhaité vous rencontrer. Vous avez été très en contact avec les collectivités territoriales lors notamment de votre poste chez Eolas, puisque vous les avez accompagnés dans la transition numérique. Vous avez été élu conseiller municipal dans la Somme, de la ville de Camon, et vous avez été réélu aussi en 2020. Et en 2020, vous êtes élu sénateur dans votre département d'origine. Alors, chose exceptionnelle, vous aviez 26 ans et vous avez donc été le plus jeune sénateur de la Ve République. En 2022, vous avez été le référent numérique de la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo. Alors, monsieur le sénateur, une première question qu'on doit d'ailleurs souvent vous poser, mais qu'est-ce qui fait qu'un jeune comme vous ait pu finalement tenter cette aventure du Sénat, parce que, ne m'en veuillez pas de dire ça, mais dans l'opinion publique, bien souvent, on considère que le Sénat n'est pas forcément la chambre du Parlement qui est la plus jeune. Alors, qu'est-ce qui vous a tenté et quel a été le moteur, le déclencheur de cette belle aventure? Eh ben, j'y vois deux opportunités. La première, elle était aussi par rapport à mon parcours professionnel. Vous en avez cité quelques années. Où j'ai travaillé à la fois dans le privé aussi, mais pour le public, avec Orange, où j'accompagnais les collectivités territoriales dans leur transition numérique, donc montage de sites internet, d'intranet, de CRM, enfin voilà, un certain nombre d'outils pour ces collectivités territoriales. Donc du coup, très intéressé par les collectivités territoriales. Et donc, ça c'est le côté professionnel. Le côté élu donc conseiller municipal de la ville de Camon, avec une certaine appétence aussi sur la communication numérique de cette commune. Et donc je me suis dit, à la fois ma passion, la politique, et d'un point de vue professionnel, sur ces deux volets-là, je me suis dit que le Sénat pouvait incarner les deux à la fois. À la fois en tant qu'élu, et aussi parce que c'est l'Assemblée des territoires, des collectivités territoriales. Et d'ailleurs, on travaille sur ces sujets-là, donc je me suis dit que c'était une opportunité très intéressante. Et puis en plus, je me dis, le challenge est super intéressant de casser les habitudes d'élection sénatoriale, c'est-à-dire d'aller à 26 ans à une élection sénatoriale. Ça peut provoquer à la fois de la sympathie, parce que les grands électeurs samariens avaient plutôt de la sympathie et de la curiosité derrière le profil Rémi Cardon. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai joué de ça dans ma campagne. Je l'ai axé sur 3 volets. Un sénateur, ça doit être un facilitateur de vos projets pour la réussite de vos mandats. Donc un facilitateur, bon, il y avait effectivement la réserve parlementaire. Donc il y avait l'espèce de carnet de chèques qui avait été fortement utilisé pour des petits projets, etc. dans la Somme. Mais on n'a plus le carnet de chèques, mais on a le carnet d'adresse. Le carnet d'adresse, c'est vous faciliter la tâche pour vos projets, vous orienter vers les bonnes personnes, vous trouver, en tout cas faire la veille, un peu d'ingénierie territoriale pour vous accompagner dans vos projets. Donc c'était en fait pour le territoire un facilitateur de projet, parce que la Somme a de l'avenir, c'est comme ça que j'avais tourné mon slogan, c'était avec Rémi Cardon, la Somme a de l'avenir, et c'est comme ça que j'ai tourné toute ma campagne sur le volet samarien. Après, au Sénat, les sujets sur lesquels je voulais travailler, c'était essentiellement sur le service public et le numérique. Et comment faire basculer notre administration en e-administration. Vous savez, une appétence forte en ayant le volet professionnel et le bagage professionnel avec les années précédentes, et aussi une envie de transformer les politiques publiques au sens large. Donc voilà pourquoi le Sénat, en quelques mots. Et bien sûr, c'est aussi parce que c'est une grande fierté de pouvoir représenter les grands électeurs samariens
dans un hémicycle qui est bourré d'histoire, bourré de charme. En effet. Voilà. Alors, on entend chez vous cette volonté d'être un peu un acteur de changement, hein, comme on peut le dire en sociologie des organisations. Et pourtant, et là encore, vous ne m'en voudrez pas d'être un peu taquin, mais on a pu regretter que parfois, lors de la campagne présidentielle, par exemple, finalement, la part du numérique, la part de l'impact que le numérique pouvait avoir sur la société, sur l'économie ou sur l'éducation plus largement, n'avait peut-être pas été véritablement au cœur des débats. Quel regard vous portez justement sur cette appétence, peut-être pas suffisante, du monde politique en global, en tout cas dans les programmes, et je comprends que ce n'était pas votre cas, mais en tout cas dans les programmes par rapport au numérique. Quel regard portez-vous? J'ai un regard déjà avec un peu de recul, puisque la présidentielle était l'année dernière, avec beaucoup de regrets en la matière. Parce qu'au début, moi, effectivement, j'avais participé au programme de ma candidate, Anne Hidalgo. Par la suite, on a repéré quelques propositions qui avaient une tournure, qui a impliqué le numérique, en tout cas le numérique un peu de gauche qu'on pourrait porter, en tout cas. C'est comme ça que je voyais les choses. Et puis, force est de constater que j'ai dû rajouter au cours de la campagne, après les auditions auprès de différents acteurs du numérique, un livret spécifique avec des propositions un peu plus garnies, un peu plus spécifiques, on va dire, avec différents axes. Et c'est comme ça que j'ai vu les choses pour essayer un plaidoyer un peu plus précis, parce que les programmes présidentiels sont très vagues, regroupent énormément de thématiques. Et donc, pour trouver une place et une écoute particulière pour le monde numérique, j'ai préféré effectivement construire, en fait, co-construire suite à des échanges pendant plusieurs semaines, un livret spécifique avec des propositions. Et je me suis rendu compte aussi que derrière, pourquoi j'en étais arrivé là? Parce que au début, ce n'était pas forcément dans la stratégie politique initialement de la candidate et des autres candidats. D'ailleurs, il n'y en a pas un qui a, qui a tiré le sujet un peu plus loin. Et donc, j'ai aussi essayé de prendre un espace qui était un peu vide, on va dire, à la fois à gauche comme à droite, avec d'autres référents numériques. On a eu la chance de faire des débats aussi pendant cette présidentielle, mais c'est vrai que ça manquait un certain engouement. Et pourtant, on voit que les sujets de demain, que ce soit, parce que moi je vois deux gros axes, l'aspect sécurité du numérique, la cybersécurité, et l'aspect environnemental du numérique. Ça, c'est vraiment les deux volets sur lesquels on a besoin de renforcer nos main-d'œuvre, donc renforcer nos moyens pour former un certain nombre de futurs développeurs, de futurs intégrateurs, de futurs ingénieurs cyber. Donc tout ça, c'est un vrai challenge. Et donc moi, en plus, connaissant le volet un peu professionnel de l'intérieur et en tant qu'élu, les enjeux majeurs que je vois arriver, ou qui sont déjà d'actualité, ça stimule. Pour le coup, ça stimule. Mais des fois, on reste un peu sur notre faim. On se dit il faudrait quand même aller un peu plus vite, un peu plus loin sur beaucoup de sujets. Et moi, je vois, et on le voit à chaque fois, les influenceurs, c'est un sujet très révélateur de la situation. C'est-à-dire, vous avez quelque chose qui existe depuis des années, hein, la publicité classique sur des produits, bon voilà, tout ça existe depuis des années. Et là, sauf que là, ce sont des gens qui ont utilisé les réseaux sociaux à bon escient pour faire de la publicité, avec des dérives incontrôlables, avec un marché complètement un peu Far West, avec une difficulté aussi pour les services de l'État de réguler, d'encadrer. Et donc, ils ont construit une PPL, proposition de loi transpartisane, avec le député Arthur Delaporte et Stéphane Vogetta de La République En Marche, pour travailler ensemble, pour essayer de porter à la fois une proposition de loi pédagogique pour calmer et apaiser toutes les dérives qu'il y a eu, mais aussi muscler la régulation de on va dire, ce Far West qui s'est installé petit à petit, avec une vraie difficulté de à la fois contrôler les contenus, contrôler aussi d'un point de vue fiscal où c'est fait. Enfin voilà, donc il y a une certaine moralisation qui a été nécessaire. L'ubérisation à outrance, ça apporte une certaine créativité, ça développe beaucoup de business. C'est essentiel. Mais d'un autre côté, il y a souvent des dérives.
Et la société actuelle doit faire attention à ces dérives et être plutôt prévoyant, plutôt que réagir quand il est trop tard. Oui, il faut en effet anticiper. Comme vous le savez, c'est un des axes finalement de travail du DigiWorld Institute, d'essayer de faire des feuilles de route et aussi de souligner tous les signaux faibles qui peuvent être d'ailleurs assez dangereux pour les valeurs et les valeurs européennes. Alors, justement, monsieur le sénateur, comment voyez-vous la position de la France dans l'Europe et quel rôle pourrait jouer, ou peut jouer la France d'ailleurs, pour l'Europe numérique? Déjà, force est de constater qu'il y a, on va dire, la marque French Tech qui se balade dans le monde entier avec plein une certaine synergie assez intéressante tout de même, il faut quand même le dire. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne et qu'il faut valoriser. Maintenant, au-delà des gens qui arrivent à créer des business à l'extérieur de la France avec la French Tech ou autre, c'est ça la difficulté, c'est comment on maintient aussi ces gens-là en France, comment on leur donne envie d'entreprendre, comment on leur donne envie d'accompagner l'État, Providence, qui doit lui réguler tout ça. Donc c'est comment tu crées une cyber task force à la française pour tous ces enjeux. Et c'est un peu l'objet aussi de votre, il me semble, think tank en la matière, hein, sauf erreur de ma part. Et c'est comment on crée toutes ces synergies, public-privé, ensemble, pour un objectif, une Europe plus souveraine en matière numérique. Alors, ce que vous parlez souveraineté, c'est effectivement un des sujets qui est vraiment important pour nous, pour offrir une voie alternative entre le modèle américain d'une part et le modèle asiatique, modèle chinois d'autre part. Mais justement, on a en France beaucoup investi sur notamment le plan très haut débit, sur la fibre. On est un des premiers pays d'Europe, le premier pays d'Europe d'ailleurs, et si ce n'est un des premiers pays au monde à avoir son territoire fibré. Comment vous, en tant que représentant d'un territoire, justement, vous appréhendez cet avantage d'infrastructure, cet avantage compétitif pour faciliter, pourquoi pas la réindustrialisation, pourquoi pas aussi la relocalisation d'activités stratégiques qui nous ont bien manqué d'ailleurs pendant la pandémie et qui continuent d'ailleurs à nous manquer. Comment voyez-vous peut-être cette maturité qu'a notre système politique par rapport à cette infrastructure qui est là, qui est sur le territoire ? Déjà, il est vrai que la France est ultra connectée. Vous l'avez précisé. À part la Somme, où c'est la tache blanche sur la carte de l'ARCEP, sur la partie opérationnelle de la fibre, on a un peu de retard. Pour le cas de mon département, ce n'est pas le cas partout, bien évidemment. Mais il est vrai que la fibre est un vrai outil d'attractivité. D'ailleurs, vous demandez à un maire de la Somme ou d'autres départements quelles sont les premières questions qu'une famille qui va s'installer va poser. Est-ce que vous avez la fibre? Bon, avant, est-ce que vous avez une école avec des services, etc. Oui, absolument. Maintenant, c'est est-ce que vous avez la fibre en 1? Et après, à l'école, on verra. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a une évolution, il y a un besoin qui s'est créé, et parce que le télétravail, c'est totalement standardisé dans l'ensemble des territoires, là où c'est possible en tout cas. Donc là-dessus, c'est vrai que on peut avoir une certaine fierté d'avoir une certaine maturité au niveau européen, mais force est de constater qu'on a encore beaucoup de retard. Vous avez parlé de l'industrie, mais sur l'industrie, sauf erreur de ma part, la partie 5G, on est quand même en retard en la matière. Moi, je suis pour, en fait, effectivement, la 5G, mais pas la 5G pour créer un écart monumental entre les territoires ruraux et les territoires urbains, ou entre les grosses entreprises et les petites TPE, PME. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis pour la 5G si on l'encadre sur son déploiement avec au moins un sentiment de choses un peu équitables ou de justice. J'avais proposé tout ça en rigolant. OK pour un territoire en 5G avec une antenne 5G contre 2 intercommunalités fibrées. Excellent. Mais tout ça pour vous dire que je le dis avec beaucoup d'humour, mais c'est mine de rien, il va falloir être vigilant à ça. Pour pas qu'il y ait 2 sociétés, la société tech connectée et la société décalée, où au moment où on a d'ailleurs fait basculer les services publics de manière dématérialisée à 100% en mai 2022, donc il y a un an, à ce moment-là,
il faut donner les moyens à toutes celles et ceux, à tous ces Français, que le service public, c'est accessible à tout le monde. Et donc, il faut mettre des moyens pour le rendre accessible, des moyens sur l'utilisation, l'usage, parce qu'il y a aussi la compréhension des formulaires ou autres, mais aussi l'accessibilité tout court du support. Et ça, pour le coup, on a de la maturité, mais ce n'est pas encore totalement parfait. Alors, mais au niveau européen, on s'en sort bien si on se compare. Mais on va pas. Moi, je ne suis pas fan de se comparer par rapport aux autres à chaque fois parce que sinon, c'est pas comme ça qu'on avance. On viendra peut-être sur la réindustrialisation et sur justement les enjeux de la 5G industrielle et plus largement sur la modernisation du système productif français avec les nouvelles technologies. Mais auparavant, peut-être, vous avez évoqué justement cette nécessité d'éducation. Êtes-vous de ceux qui considèrent qu'il ne peut y avoir actuellement de citoyenneté moderne sans citoyenneté numérique et qu'il y a donc une éducation numérique à faire et sans doute dès peut-être pas le plus jeune âge, mais en tout cas en formation initiale et ensuite tout au long de la vie. Comment vous positionnez-vous par rapport à cette idée, par exemple, d'un passeport numérique ? Moi je dis pourquoi pas et il faut commencer dès le plus jeune âge. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai plus les chiffres en tête, mais le nombre de jeunes à l'âge de 13 ans présents sur les réseaux sociaux, c'est plus de 60%, je crois. Ce qui veut dire qu'ils sont déjà dans la toile d'Internet, pour le dire un peu à l'ancienne. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu majeur. Derrière, ce sont des jeunes qui arrivent comme ça, avec un smartphone, sans aucune formation autour des risques, autour de ce que ça peut leur apporter réellement. C'est l'utilisation pure et simple de réseaux sociaux pour partager entre les amis, avec tous les risques que ça peut engendrer d'ailleurs. Donc là-dessus, il y a un vrai enjeu d'éducation civique autour les enjeux du numérique. Et ça doit commencer peut-être légèrement sur des petites approches à l'école primaire, mais au collège et au lycée, il faut une matière claire, nette et précise, que le numérique soit identifié comme une matière. On pourrait même l'étendre à la fois la compréhension du fonctionnement d'un smartphone, d'Internet, faire un peu d'historique, faire un peu tout simplement de compréhension de fonctionnement, comment ça fonctionne, parce que c'est bien beau d'avoir un smartphone, mais si on ne sait pas comment ça fonctionne, d'où ça vient, quel matériau est utilisé, c'est aussi intéressant de le savoir. Mais surtout, derrière, on peut aussi utiliser ce genre de cours, notamment au lycée, j'ai déjà vu dans quelques matières où ça peut évoluer, dans l'éducation civique. On pourrait former les gens à comment s'intéresser aux médias et aux réseaux sociaux, aux social médias. Comment s'intéresser ? C'est-à-dire, est-ce que je peux me faire avoir par n'importe quelle story ? Parce que moi, j'ai vu les choses avancer petit à petit, parce que mine de rien, je fais partie de la génération post-90 qui a vécu la mondialisation de plein fouet, et avec effectivement toute la numérisation qui est liée aussi à la mondialisation par la suite, avec plein d'outils qui sont arrivés, qui maintenant ont une certaine maturité dans le temps remarquable, faut se dire, avec beaucoup d'évolutions, comme Facebook, Instagram, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a jamais pris le temps d'éduquer nos enfants aux risques, parce qu'on le voit, il y a des risques qui peuvent, et d'ailleurs le cas des influenceurs, la PPL autour des influenceurs, elle est aussi due à ça, c'est-à-dire qu'il y a des dérives, il y a des gens qui achètent n'importe quoi, qui se font avoir, qui se font arnaquer, ça crée même, il y a des choses très graves, des traitements diabétiques où un influenceur fait toute une promotion derrière pour mincir, vous voyez, des utilisations médicales totalement à la dérive, et donc là-dessus, c'est pour cela. Moi, ce que je comprends, et on voit aussi la radicalité des esprits qui s'installent avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce sont des formats courts. D'ailleurs, le temps d'attention sur les réseaux sociaux, c'est assez flippant. 4 secondes, on slide ou on scrolle. Et on voit bien que derrière, le jeune réagit de manière capable de se faire un avis sur une vidéo de 20 secondes sans avoir réfléchi au sujet réellement, sans avoir l'historique, sans avoir travaillé réellement. Il peut se formater, parce que c'est ça qui est violent avec l'algorithme, qui vous fait répéter sans arrêt les mêmes centres d'intérêt, la même bulle
Il y a une forme d'endoctrinement qui, en effet, peut se mettre en œuvre. Alors, justement, le regard que vous portez par rapport aux initiatives européennes, telles que le DSA, telles que le DMA, et notamment tout l'impact de la réglementation que le commissaire Breton, notamment, a souhaité mettre en œuvre, justement, comment vous appréhendez votre rôle en tant que représentant du peuple à un niveau local et au niveau national par rapport à cette réglementation européenne qui d'ailleurs va supposer un changement de rôle aussi pour la Commission, un changement de rôle en termes aussi de régulation. Quel regard et quel pronostic faites-vous sur la réussite du DSA et du DMA dans son application? Moi, j'y vois pas de grosses difficultés majeures, notamment sur la partie du vote final, déjà sur la partie politique. Normalement, c'est quelque chose d'assez consensuel, nécessaire, et donc on arrive à trouver à minima du compromis avec en tout cas beaucoup de formations politiques. Peut-être qu'il y aura des points sur lesquels chaque formation politique va essayer de pousser, et c'est là où on va peut-être retrouver, alors je m'avance un peu parce que c'est dans quelques semaines. Quelques semaines, oui. Mais certainement, on va peut-être voir un esprit plus régulateur face à un esprit plus libéral, qui va s'agencer dans les débats entre la gauche et la droite, du coup, sur cette partie-là. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on a rarement vécu aussi des moments politiques sur ces sujets autour du numérique. Là, l'enjeu, c'est de décliner dans le droit français le DSA et le DMA, de manière en prenant en compte les caractéristiques des uns et des autres de nos territoires et de nos citoyens français. Maintenant, c'est vrai que pronostiquer comment ça va se passer, bon, il faudrait regarder comment ça s'est passé au Parlement européen. Ça donnerait déjà une tendance. Moi, je n'ai pas d'inquiétude sur parce qu'en fait, il y a une vraie volonté aussi de mettre des moyens, si je comprends bien, au-delà du DSA-DMA, mettre des moyens aussi en face supplémentaires. Donc généralement, quand c'est un peu une espèce de loi de programmation où on met un peu de moyens, c'est difficile d'aller dire non. Par contre, on va demander plus de moyens sur certains sujets. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Enfin, je ne pense pas me tromper en disant ça. Et on attend, j'espère, d'ailleurs en tant que parlementaire, on profite de ces instants un peu fourre-tout où vous avez un peu de matière et du coup des angles d'attaque pour mettre des amendements au bon endroit sur des sujets que vous portez depuis des années. Donc des fois on en profite aussi pour faire ça. Donc on a du coup beaucoup de vigilance en la matière. C'est aussi une forme de cheval de Troie alors, ce que vous êtes en train de me dire, le DSA-DMA par rapport à des sujets qui pourront être poussés comme ça. Oui, quand on ouvre un peu un débat comme ça avec un texte, des fois ça peut laisser quelques envies d'apporter soit une petite précision, soit un débat, provoquer un débat avec un amendement, c'est aussi ça le but, pour qu'il y ait une prise de conscience aussi. Parce qu'on voit bien aussi que derrière, il y a quand même peu de parlementaires qui s'emparent ou qui s'intéressent fortement, je dis bien fortement, il y en a qui regardent ça aussi de temps en temps, il faut se le dire, mais voilà, moi j'ai envie de vous dire, je suis un peu impatient de vivre ce moment. Comme je vous ai dit, avec ce qui va pouvoir se produire et puis comment on va aussi pouvoir faire cliver politiquement le sujet du numérique. Il y a des sujets comme ça où c'est un peu passe-partout, il n'y a pas de doctrine qui s'affronte, tout le monde est content. Non, il y a le numérique sur le fond, c'est vrai que ça peut être difficile à cliver, mais sur la méthodo déjà sur la méthodo, ça peut cliver politiquement. C'est sûr et certain. Il y a des enjeux politiques. En tout état de cause, il y a des enjeux sur la mise en application, sur l'ampleur de fait de réguler un peu certains marchés en la matière. Et puis la question de fond qui va être posée aussi, qui est derrière tout ça et qui a quand même fait objet de quelques débats sur la souveraineté numérique. Et d'ailleurs, le mot souveraineté se retrouve à la fois sur la partie alimentaire, à la fois sur la partie numérique. Enfin, on voit que c'est des mots tendances qui maintenant on a du mal à trouver du sens derrière ce mot aujourd'hui, à force de le répéter dans tous les sens. Et c'est aussi, j'attends aussi de ces débats qu'on puisse essayer de redonner du sens à ce mot, parce que c'est
ça peut être perçu de différentes manières. Donc c'est ça aussi, l'utilisation d'un texte comme ça peut être intéressant. Il ne faut pas que le terme de souveraineté, effectivement, devienne un buzzword et qu'il perde son sens. Alors, nous ne serions pas complets, je pense, si nous ne parlions pas aussi de l'IA et notamment des IA génératives. Alors, vous avez de facto sûrement parmi vos concitoyens et peut-être aussi au sein du Sénat parlé de ChatGPT, entre autres, hein, puisque ça mobilise beaucoup l'attention actuellement de la presse. Comment voyez-vous finalement l'opportunité et les risques que peuvent représenter ces IA génératives et les modifications qu'elles risquent aussi d'embarquer? Vous parliez de formation, vous parliez des métiers, eh bien dans les métiers de demain. Quelle est votre approche par rapport à ce phénomène qui apparaît être comme un véritable tsunami? Oui, c'est un réel tsunami, et puis ça vient juste de commencer. Hein. J'ai l'impression on ne sait même pas jusqu'à quel niveau ça va aller. Jusqu'à quel niveau ça va fracturer le marché du travail. C'est pas que ça m'inquiète, mais en tant que parlementaire qui est là pour légiférer pour le bien vivre ensemble, entre guillemets, de manière générale, je suis quand même inquiet, j'ai des inquiétudes, parce que c'est à la fois une chance, il faut se le dire, c'est une chance, mais en même temps, il y a des risques majeurs. Et là, je vous parlais du marché du travail, ça peut avoir des conséquences majeures où des business se montent encore plus rapidement qu'avant, sans forcément avoir de l'humain derrière. Et donc, fracturer des entreprises où il y a des humains derrière. Moi, je m'interroge sur la suite. Après, tout ça mérite effectivement une réflexion jusqu'où on va. Est-ce que on peut se dire, est-ce que c'est pas aussi une chance d'avoir d'autres métiers plus qualifiés parce que ChatGPT, il faut un humain pour appuyer sur le bouton. Absolument. Alors, justement, selon vous, est-ce que nous sommes en France assez outillés, même en termes de prospective, en termes de recherche, pour faire un diagnostic un peu plus précis pour guider l'action et guider l'action aussi de l'homme politique que vous êtes? Est-ce que vous avez l'impression que vous bénéficiez, vous disposez des études suffisantes pour effectivement vous forger une opinion qui permettra de réglementer justement l'utilisation des intelligences artificielles génératives, par exemple? J'ai envie de vous dire, ça manque. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais je dis que ça manque un peu plus on va dire d'étoffer, en tout cas, au vu de l'enjeu et en vue des difficultés à la fois sur les emplois, à la fois les dégâts que ça peut faire aussi sur l'apprentissage. Parce que un jeune d'aujourd'hui va se dire, bon bah voilà, l'école ça sert à quoi en fait j'ai un ordinateur qui va tout faire à ma place, qui va me faire regardez, exemple très simple, j'avais un stagiaire. Alors pour rire, je lui dis, il me dit, je ne sais pas faire la formule sur Excel. Bon, je lui dis, c'est pas grave, essaye ChatGPT. Donc il a rentré, il a eu la formule, hop, et il a fait ça en 5 minutes. Ouais, alors qu'il aurait dû regarder un tuto, regarder la vidéo, ensuite essayer de comprendre comment trouver le bon endroit sur lequel, alors, en fonction de la mise à jour et de l'année du logiciel, enfin bref, il aurait passé un temps fou. Là, en l'occurrence, on lui a donné la formule clé en main, avec tout l'appareil, on va dire en posant une question très simple, c'est-à-dire il a dit voilà, j'aimerais faire alors je ne sais plus sur quel sujet c'était exactement, mais il a eu la formule une réponse très rapide, dans les secondes. Donc c'est pour ça que pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ça va transformer beaucoup d'emplois et beaucoup dans notre manière de travailler. Là, je vous ai donné un exemple tout bête, mais ça va forcément se développer. Ce sont tous les métiers qui, de fait, vont être disruptés selon le terme consacré. Alors, en 2021, vous avez été co-rapporteur du rapport d'information « La cybersécurité des entreprises ». Et est-ce que, justement, sur la cyber, avec l'initiative notamment des cybercampus qui existent à Paris, mais qui existent aussi en région, avez-vous l'impression qu'on a progressé fortement en matière de cybersécurité? Et sommes-nous suffisamment armés pour faire face aux défis de tout ce qui est cyber-résilience? Comment répondre à cette question sans à la fois froisser l'écosystème existant et aussi montrer quelques inquiétudes.
J'ai envie de vous dire, moi je répondrai par oui, mais. Oui, nous sommes en mesure d'apporter un certain nombre de réponses et de solutions, mais on a des réelles difficultés à renforcer notre main-d'œuvre en la matière. On a des réelles difficultés sur les moyens à y consacrer quand même, parce que au-delà du cybercampus, c'est vrai que c'est une tour qui va créer une dynamique. Et je reprends l'expression que j'ai entendue dans ce cybercampus, chasser en meute sur les marchés mondiaux en particulier. Très bien, mais il ne faut pas que ce soit réservé à une certaine classe. Il ne faut pas que ce soit juste les grands groupes. Il faut que ce soit bien au-delà. Et ça ne peut pas être juste une antenne. Alors il y a des centres régionaux hein, qui vont se monter les CERT progressivement. Il y a des inaugurations qui émergent là tous les mois dans toute la France. Mais ceci dit, on a besoin de rassurer qu'il y a effectivement une équipe et des moyens humains. C'est toujours le même problème en fait. Toujours le même problème quand on y repense. Sur les influenceurs, les ETP sur donc les emplois à la répression des fraudes, donc à la DG, CCRF, globalement c'était très peu. Bon là, ils vont créer une brigade de 15 personnes. Bon. Sur la cyber, si on parle juste de la partie judiciaire, d'experts sur la partie judiciaire, ils sont 3, c'est l'équipe J3. Après, j'ai pas comptabilisé, mais vous voyez, il y a un besoin de renfort. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'experts en réalité, donc ça veut dire qu'on est capable de former. Mais maintenant, il faut remplir les promos. Il faut donc donner envie que cet écosystème a de l'avenir. Moi, j'ai fait le choix du numérique dans ma scolarité. J'ai fait une licence d'économie. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, mais tiens, je pense que le numérique, ça va être un secteur d'activité très intéressant. Alors déjà, j'étais un peu passionné par la tech en parallèle. Hein, ça s'entend, oui. Mais d'un autre côté, je me dis, bah, tiens, je vais regarder s'il n'y a pas des masters. Et donc, j'ai fait un master sur l'économie du numérique pour bien comprendre les enjeux. Et parce que je me suis dit que derrière, le numérique, en fait, il y a des réelles opportunités. Il y aura plein de nouveaux marchés qui vont se créer. Il y aura, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment vous voyez le truc, mais une ubérisation qui sera heureuse ou malheureuse, ça dépend de quelle personne on parle. Mais là, c'est sur la cyber qu'il faut que la génération qui arrive, qui se rende compte de l'opportunité rêvée. Effectivement, au-delà des séries qui puissent exister, très connues, où ils ont pu faire une espèce d'immersion, mais là, ce serait du concret, rendre service à la France. Il y a aussi un esprit, par exemple, j'ai rencontré pas mal d'écoles de cybersécurité, et je sens même un esprit patriotique de ce point de vue-là. Moi, je veux défendre la France. Alors, par le biais du secteur privé, certes, mais je veux défendre la France. Là, les intérêts de la France et la défendre. Donc, vous voyez aussi, il y a plein de volets, je dirais, pour attirer à la fois sur cet esprit-là, à la fois sur l'opportunité, parce que il y a un manque de main-d'œuvre. Et donc, du coup, vous pouvez aussi vous vendre cher sur le marché de l'emploi. Enfin, on va pas se mentir. Donc, moi, je trouve que tout ça, ça a valorisé parce que faut pas louper le coche. On est certes pas trop mal en Europe, mais c'est pas aux pays européens qu'il faut se comparer. Bien sûr. C'est au-delà. Il y a quand même la mondialisation qui est bien installée sur cette partie-là. Et on a d'ailleurs du mal à s'en sortir, à trouver un équilibre entre on va dire le marché et les entreprises chinoises et les entreprises américaines. Comment nous, on trouve notre place, nous, Européens? Absolument, avec un point aussi particulier qui est que ce monde numérique n'est finalement pas très inclusif. Je parle notamment d'intégration des jeunes femmes, des filles et des femmes, et qu'il y a là un vrai sujet aussi sur lequel il nous faut nous atteler. Ce que je vous propose, monsieur le sénateur Rémi Cardon, c'est de nous retrouver notamment le 1er décembre, puisque nous illustrerons à travers les travaux que nous avons menés avec nos membres un certain nombre des points que vous avez soulevés. Et j'espère que vous nous ferez le plaisir et l'amitié de participer à notre DigiWorld Summit le 1er décembre à Paris. Monsieur le sénateur Rémi Cardon, je vous remercie. Merci à bientôt. Au revoir.